Bonjour Jean-Victor, Bonjour. bienvenue sur InPower. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Merci déjà pour ce que tu fais. J'ai énormément de respect pour les soignants et particulièrement pour la santé mentale, étant donné mon parcours personnel. Mais on est là pour parler de toi, surtout aujourd'hui, et de ce qui t'anime, de ton expertise. Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Alors, je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où j'ai une consultation où je m'occupe des personnes qui ont un trouble bipolaire et aussi de l'addiction aux nouveaux produits de synthèse. J'adore mon métier, franchement. C'est vrai que je me définis par mon métier parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, le pratiquer à l'hôpital et aussi la résonance qu'il a dans la société qui m'amène à mon second métier, même si c'est pas vraiment un métier, mais d'avoir Activité, fait activité Pop et Psy, donc qui est à la fois des livres que j'écris, un festival qui a lieu chaque année et aussi une présence sur les réseaux sociaux. Trop bien. Quand est-ce que tu as su que tu voulais être psychiatre ? C'est assez tard, entre guillemets. J'ai fait médecine sans savoir vraiment la spécialité que je voulais exercer. Et j'avais moi-même des représentations assez négatives de la psychiatrie avant de faire le stage. Pour moi, je me disais pourquoi en fait un médecin a besoin de faire 6 ans d'études pour en fait consoler des gens ou entendre les malheurs des gens. Enfin, j'avais une vision assez sombre clairement du métier parce que clairement c'est la vision que la plupart de la population générale a. Et en médecine, c'est vraiment les clichés qui sont véhiculés. D'accord. Et en fait, le stage, ça a été une sorte de révélation où j'ai vraiment beaucoup aimé les patients, l'atmosphère, le côté à la fois très grave parce que c'est l'hôpital, donc les gens sont malades et c'est des vraies maladies. Là où je me disais que c'était pas forcément une sorte d'un peu coaching ou voilà. Et en même temps, une certaine légèreté, enfin en tout cas une humanité plus importante que dans les services de médecine que je trouvais quand même très techniques. Et puis un petit peu, je me disais, ça m'intéresse, la réanimation ou la cardiologie, mais je me disais, waouh, faire 40 ans sur un organe ou une spécialité, alors que la psychiatrie, ça me semblait beaucoup plus vaste. Donc je me suis vraiment reconnu dans le service, alors que c'était que 1 mois, et vraiment, du coup, après, j'ai fait mon concours de l'internat, et je pouvais choisir ce que je voulais, mais j'ai vraiment choisi la psychiatrie parce que... Ouais, sans que toi, tu n'aies jamais eu à faire face précédemment à des troubles psychiatriques. Alors non, mais c'est aussi drôle, enfin drôle, non, mais moi je On trouve peut ça en drôle. rire maintenant, tu On vois. peut en rire maintenant, parce qu'en fait pendant ce stage, on rentre directement dans le deep, on sent les talents C'est parti. voilà. En fait, pendant ce stage, il y a eu 2 éléments un peu fondateurs. Du coup, à l'époque, ma grand-mère est décédée aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais très proche d'elle. Elle avait suivi mes études de médecine, elle avait un rapport assez particulier aux soins. Et je lui ai parlé de ce stage. Et c'est vrai que franchement, dans ma famille, comme dans beaucoup, franchement, la psychiatrie, c'était déjà à l'époque, c'était pas tellement un sujet, la santé mentale. Et puis, c'était pas un truc, c'était pas une spécialité qui faisait rêver, quoi, clairement. Et je parle de ce stage que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle me dit qu'elle-même a été hospitalisée dans un service équivalent, parce qu'elle était à Nantes, mais mon stage était à Rennes. Toujours est-il que voilà, un hôpital psychiatrique. Et en fait, elle me raconte une chose que je savais pas vraiment, qu'elle a eu en fait un épisode très grave, pour le coup, ce qu'on appelle une mélancolie délirante, enfin une dépression très très grave, où elle avait carrément arrêté de s'alimenter, etc. à un moment de sa vie. Elle a été hospitalisée alors que c'est une femme antillaise dans les années 60-70. Elle était très peu éduquée, elle était extrêmement intelligente, mais elle n'avait pas du tout été beaucoup à l'école. Elle était née en Martinique dans un contexte de grande précarité. Donc clairement, à l'opposé aussi des clichés que j'avais sur la psychiatrie, c'est plutôt pour les gens qui ont les moyens de se poser des questions sur eux-mêmes, etc. Et en plus, ma grand-mère était vraiment quelqu'un d'extrêmement dynamique. Enfin, c'était pas du tout une grand-mère. Elle a jamais arrêté de travailler. Elle était toujours en mouvement. Enfin, on a une relation très forte, mais c'était pas du tout une grand-mère qui faisait des gâteaux. Je veux dire, elle avait pas le temps. Elle faisait de la recherche. Elle voyageait beaucoup. Enfin, c'était quelqu'un de très actif. Et donc, complètement à l'opposé de ce que j'imaginais. Et en fait, savoir qu'elle a eu ce parcours, a eu un moment
Alors que, clairement, socialement, tout jouait contre elle. Je veux dire, une femme noire dans ces années-là, précaire, qui arrive, qui connaît pas du tout le système de soins, qui a très peu, qui n'allait jamais vraiment voir le médecin, qui se retrouve en psychiatrie parce que la situation l'exigeait. Et elle m'a dit, ça m'a sauvé la vie. Ça a été vraiment quelque chose de très fort que je porte, je pense, en moi, dans le sens où des situations parfois en psychiatrie peuvent sembler parfois désespérées, très complexes. Et en même temps, on peut s'en remettre. Et ça a été un épisode dans sa vie. Elle n'a jamais rechuté après. Elle a été suivie pendant quelques années, puis ensuite, ça s'est arrêté. Donc, vraiment, là aussi, une sorte de révélation. Donc, c'est vrai que ça a été un moment fort. Et je pense qu'il a clairement sédimenté aussi. Ouais, qui a influencé ta décision. C'est quoi le deuxième événement dont tu voulais parler ? Le deuxième élément, c'est que pendant toujours ce stage, je vais vous dire que de choses en un mois, effectivement. C'était un mois. Attends, le stage était un mois. Ma grand-mère, je lui en ai peut-être parlé un peu après le stage, mais en tout cas, c'était... Voilà. Mais pour le coup, pendant le stage, j'allais au cinéma. Il y avait une avant-première du film Black Swan que j'avais envie de voir. Pardon, je spoil. Je suis obligée de le dire. Il m'a traumatisée. Bah ouais. Mais imagine, donc moi, j'étais en stage à l'hôpital. Je vais voir ce film parce que j'avais envie de le voir. Je savais même pas vraiment de quoi ça parlait, Nathalie Portman et tout. Enfin, c'était bon. Et je vais le voir. Et en fait, je vois du coup des symptômes que j'ai essayé de comprendre, que les patients m'expliquaient, mais qui sont assez compliqués, notamment dans le cadre de la schizophrénie ou dans les livres. Et en fait, je vois à l'écran avec, dans un film trop stylé, hollywoodien, avec Nathalie Portman et tout, des choses que j'apprenais en médecine qui, quand même, franchement, sont des études que moi j'ai trouvées très scolaires et pas très intéressantes, franchement, beaucoup de par cœur, pas du tout créatif. Et donc là, il y a une espèce de truc où je me dis, ah, mais c'est trop drôle de mieux comprendre finalement la pathologie avec un film, alors que j'y allais pas spécialement pour ça et que c'est pas un film, c'est pas un documentaire sur la santé mentale. Et ça, pour le coup, c'est venu vraiment après, du coup, avec Pop et Psy, une fois que j'ai fini mon cursus, que j'étais diplômé, que j'ai eu envie, du coup, d'expliquer avec des films. Mais il y avait eu ces trucs où je me suis dit, franchement, les autres spécialités, un néphrologue, tu vas pas voir un film qui a eu des Oscars ou à Cannes et t'apprends des trucs sur ton métier, quoi. Clairement. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a le plus énervé quand t'es vraiment rentré dans la psychiatrie sur la représentation qu'on faisait de la santé mentale? Genre, qu'est-ce que tu avais envie de dire à tout le monde? Les idées reçues à déconstruire. Bah, vraiment, les clichés négatifs sur les personnes concernées. Le fait que ce soit une faiblesse d'esprit, le fait qu'on ne puisse pas atteindre le rétablissement, le fait qu'on considère... c'est vrai que parfois, notamment, je m'en rendais compte, je parlais à mes proches de situations qui m'avaient touché ou pas. Et quand je disais, ah oui, mais de toute façon, c'était patient, comme si le fait que ce soit des patients faisait que l'histoire... alors que j'en parlais pas forcément, je dis, j'ai un exemple, je sais pas, tel patient m'a dit qu'il avait fait ça. Enfin, des choses... je veux dire, il n'y a pas de différence, en fait. Évidemment, c'était pas des choses qui correspondaient à leurs symptômes, mais justement de la vie quotidienne. Ah oui, mais c'est des patients. En fait, non, c'est tout le monde. Et ce que je dis à chaque fois, c'est franchement, il y a plein de gens, et à part le fait qu'ils viennent me voir à l'hôpital, ils pourraient être clairement là parmi nous et personne ne le saurait. Et ils doivent justement le cacher parce que cette stigmate, donc il y avait vraiment ce côté mise de côté. Et c'était particulièrement vrai. Moi, j'ai été diplômé en 2015. Donc 5 ans avant le Covid, et Pop et Psy, j'ai commencé en 2018. Et c'est vrai qu'à l'époque, on parlait vraiment beaucoup moins de santé mentale. Et il y avait encore plus ces clichés-là. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on a un trouble psychique, déjà, c'est une maladie, c'est de la souffrance, voilà, c'est des symptômes. Mais en plus, au-delà de cette souffrance-là, on doit soit le cacher, parce que sinon, les personnes vont être discriminées, etc., cacher leurs symptômes, ou, et souvent c'est un peu les deux, convaincre que c'est des vraies maladies. Et en fait, c'est quelque chose qui m'énervait particulièrement, se dire que j'avais des patients qui, par exemple, me disaient oui, le traitement, il me fait beaucoup de bien et ça va vraiment mieux. En revanche, je sais que je ne peux pas en parler, je dois le cacher dans ma famille, le fait que je prends un traitement, parce que sinon, on va me tomber dessus. C'est une solution de facilité. T'as qu'à te bouger. De toute façon, c'est de la drogue. Regarde-moi, quand ça va pas, je me sers un petit verre de vin ou je fume un pétard et ça me détend. Je me dis, mais dans quel monde, qui oserait dire ça à quelqu'un qui a un cancer ou un problème de cœur? C'est n'importe quoi, regarde-moi, je vais marcher et ça y est, mon cancer, il est plus là. Non, je trouve qu'il y a vraiment ce côté où du coup, c'est aux personnes concernées de devoir faire l'effort de s'adapter socialement.
Ouais, et la responsabilisation de la maladie mentale. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous partager, nous expliquer les différences entre troubles psychologiques, troubles psychiatriques et troubles neurologiques? Alors, disons que on va commencer par troubles neurologiques. C'est des pathologies qui touchent le cerveau, mais sur lesquelles, et c'était vraiment le cas initialement, et c'est un petit peu remis en cause, mais il y avait une lésion. C'est-à-dire que, par exemple, dans la maladie de Parkinson, on sait quel type de neurone est touché. Dans un AVC, un accident vasculo-cérébral, on sait que c'est une zone du cerveau qui n'a plus été alimentée par le sang et qui, du coup, ne fonctionne plus, etc. Là où, dans la psychiatrie, pendant longtemps, les troubles psychiques, on considère qu'il n'y a pas de lésion visible anatomique. Ce qui est marrant, c'est de voir que certaines pathologies, comme l'épilepsie, étaient considérées comme des troubles psychiques. On considérait que c'était associé à la folie. Chez les femmes, c'était les sorcières, etc. Jusqu'à ce qu'on trouve un examen qui s'appelle l'électroencéphalogramme, où on a vu qu'en fait, c'était une manifestation du cerveau. Donc on voit bien aussi que cette distinction... elle est poreuse. Elle est poreuse et que peut-être que, et on l'espère, dans 10, 20, 30 ans, on trouvera des examens qui montreront en fait exactement ce qui se passe et de montrer en pratique quotidienne comment diagnostiquer une dépression ou une schizophrénie. Donc ça va être la grande différence et donc finalement certaines pathologies en psychiatrie, les troubles psychiatriques les plus fréquents, ça va être le trouble dépressif, les troubles anxieux, les troubles addictifs, la schizophrénie, le trouble bipolaire, les troubles du spectre de l'autisme par exemple. Donc ça va être tout un grand ensemble de pathologies. Mais aussi, à l'inverse, certaines pathologies, en France par exemple, bon, on rentre un peu dans la spécificité, mais c'est quand même intéressant, les démences, Alzheimer, en France, c'est considéré comme une pathologie neurologique, c'est les neurologues qui s'en occupent. En Italie, c'est considéré comme un trouble psychiatrique. Donc on voit bien que cette distinction, elle est un petit peu quand même artificielle, mais c'est sûr qu'on ne va pas s'occuper des mêmes pathologies. Et avec psychologique? En fait, trouble psychologique, ça veut pas dire grand-chose dans le sens où, en fait, on va dire que c'est un synonyme trouble psychique, trouble psychiatrique, maladie mentale. D'accord. C'est des synonymes, mais trouble psychologique, ça n'existe pas. Autant il y a une différence entre la psychologie et la psychiatrie. Ouais, c'est vrai que moi, inconsciemment, j'avais tendance à garder cette distinction dans les troubles aussi. C'est-à-dire que je pensais que la principale différence, c'était que les troubles psychologiques, on pouvait les soigner par thérapie. Là où les troubles psychiatriques, il fallait prendre un traitement médicamenteux. Et en fait, moi, j'ai appris récemment que ce que j'avais eu, c'était neurologique. J'étais persuadée d'avoir eu un problème psychiatrique. Bon, après, vu tes explications, je pense que c'est un peu poreux. Mais donc, ouais, c'est vrai, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé éduqué à ce que c'est et à, du coup, comment le reconnaître, parce que c'est quand même hyper important. Exactement. Et on le voit bien sur ce manque d'éducation, ça participe un peu à un flou et notamment on va tendance à opposer par exemple les médicaments et la thérapie alors qu'en fait c'est deux moyens d'aider une personne. On peut avoir une dépression légère dont le traitement doit être la psychothérapie avant tout, une dépression qui va être plus sévère dans laquelle on va avoir besoin de médicaments mais aussi une thérapie améliore à différents stades aussi du trouble. Donc c'est vrai que mais ça persiste encore et notamment, même si aujourd'hui on parle de plus en plus de santé mentale et c'est heureux, parfois j'ai l'impression qu'on n'améliore pas forcément l'éducation sur les sujets. On en parle mais sans que forcément ce soit plus clair pour tout le monde. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui sont dans cette vulgarisation-là. C'est souvent vulgarisé par d'autres types d'activités et de métiers qui peuvent aider des gens, mais qui ne sont pas... ce que tu fais et ouais je pense que tu es un des seuls que je connais qui le fait donc encore une fois merci pour ça. On parle de plus en plus de ce que les troubles psychiatriques sont et de la dépression. Est-ce que tu pourrais nous dire non pas ce que la dépression est mais ce que la dépression n'est pas? Alors ce que c'est pas un trait de caractère en fait quand on est atteint d'une dépression, c'est une modification de son caractère. Si on a toujours été pessimiste, justement, ça ne correspond pas au trouble qu'on va appeler la dépression. C'est vraiment quelque chose de dynamique. Ce n'est pas une fatalité. La dépression, ça se traite plutôt bien, contrairement à l'idée qu'on en a, à partir du moment où on la prend en charge, mais aussi de manière spontanée. C'est un trouble qui ne persiste, la plupart du temps, ne persiste pas dans le temps. Et les traitements
que ce soit médicamenteux ou autres, psychothérapeutiques, vont accélérer la guérison et puis prévenir le risque de rechute. Donc c'est quand même déjà pas mal. Ce n'est pas une faiblesse d'esprit, ça c'est peut-être le cliché le plus fréquent, parce que c'est ce qui est, moi que je trouve hyper intéressant et assez fascinant en psychiatrie, c'est que à la fois c'est des pathologies sur lesquelles il va y avoir un déterminisme. Il y a une origine héréditaire à la plupart des troubles, on est plus ou moins à risque d'avoir un trouble. Il y a une origine évidemment sociale, sociétale en fonction de ce qu'on a vécu, la précarité, on pourra en reparler, mais des déterminants vraiment sociétaux et politiques. Et en même temps, personne ne peut se considérer indemne. On peut être CSP+, blanc, un homme, vraiment toutes les caractéristiques dominantes dans la société, privilégiée à tout point de vue, et faire une dépression. Donc pour le coup, c'est ce qui est un petit peu magique, pardonnez-moi du terme. Mais on est tous à la même enseigne. Ouais, il y a quand même une sorte de côté dans tous les milieux, tous les secteurs professionnels, etc. Et ce qui, pour le coup, montre bien, on peut être un sportif incroyablement, avec vraiment un esprit de champion hyper dans la performance, dans le culte de la performance, et faire une énorme dépression, quoi. Donc c'est tout sauf de la faiblesse d'esprit. Je veux bien que tu nous parles des déterminants sociaux et politiques, notamment parce que je sais que c'est parfois encore plus difficile d'admettre des troubles de santé mentale à ce niveau-là, et parce qu'il y a parfois aussi une sorte de déni. Enfin, je pense à deux choses. On a reçu Hakim Gemini sur le podcast qui partageait le fait que lui, il a eu une phase de mythomanie et que, en fait, il pouvait absolument pas en parler parce que c'était même pas un sujet de dire qu'on allait mal. Et je pense aussi à un podcast que j'avais fait avec Ben Never, où il avait vu, je crois que c'était en off à la fin, il me disait, voilà, les personnes très précaires, elles n'ont pas le temps d'avoir des TOC. Et en fait, j'avais trouvé ça hyper violent, mais alors que, c'était pas voulu de sa part. Hein, bien sûr. Parce que, du coup, j'avais l'impression que les TOC ou d'autres troubles pouvaient être une sorte de caprice qu'on pouvait se permettre d'avoir quand on avait les moyens. Et donc, c'est vrai que je serais curieuse de savoir ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisant ou non les problèmes de santé mentale ? Oui, il y a vraiment des facteurs favorisants, notamment, c'est que j'avais commencé par l'hérédité, mais parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, dans quasiment tous les troubles. Il y a une part héréditaire, ce qui n'est pas une fatalité. Il n'y a pas un gène dont on hérite et qui fait que systématiquement on sera malade, mais il y a des familles dans lesquelles il y en a plus que d'autres. Mais c'est vrai pour toutes les pathologies. C'est vrai, pas que mentale. Pas que mentale. Donc, c'est pas non plus mais voilà, on est en fait avec un risque plus ou moins cardiologique, plus ou moins. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est plutôt d'en prendre conscience. Exactement. Et éventuellement se protéger. On n'est pas tous égaux vis-à-vis du risque de développer une addiction, par exemple. Ensuite, le second, c'est difficile de les classer, mais déterminant, clairement, ça va être la précarité. On sait que mécaniquement, augmenter la précarité dans une population, ça augmente les troubles psychiques, ça augmente la dépression, ça augmente les suicides, ça augmente les addictions. Donc, c'est souvent un critère qui est un peu oublié, aussi parce que politiquement, c'est plus facile de dire les méchants toxicos, on n'a qu'à les mettre en prison, ou aussi de faire reposer sur l'individu seulement, dire oui, c'est à vous de prendre soin de votre santé, c'est quelque chose d'individuel. Non, c'est quand même très politique, donc pour le coup, la précarité génère vraiment de la souffrance psychique, ça, il y a vraiment beaucoup d'études qui le montrent. Et puis après, si on part par exemple sur la question du genre, on sait que par exemple les femmes ont 2 fois plus de risques, entre 2 et 3 fois plus de risques d'avoir une dépression. Et ce qui est là aussi passionnant parce que justement ça va recouvrir l'ensemble de ces sujets-là. Il y a une part qui est hormonale pour le coup. Certaines hormones, notamment par exemple la testostérone, peut avoir un effet plutôt protecteur vis-à-vis du stress, donc du coup font que les femmes ne bénéficient pas de cette protection parce qu'elles ont moins de taux de testostérone, donc c'est un des éléments. Mais évidemment, il n'y a pas que du biologique et du hormonal. On le sait, par exemple, le fait que les femmes soient beaucoup plus victimes de violences sexuelles et sexistes, qui sont un pourvoyeur de mauvaise santé mentale. En fait, on expose une partie de la population à 2 à 3 fois plus de violences sexuelles. Forcément, ça se traduit par plus de troubles psychiques derrière. Donc, on voit bien qu'on est entre quelque chose de biologique, mais c'est pas du tout essentialisant parce que c'est aussi des stéréotypes de genre. Et tu fais bien d'en parler parce que, en effet, je pense que
parfois, par peur d'essentialiser, on met quand même de côté des réalités. Moi, je sais que mon psychiatre, il fait vachement tester la thyroïde parce que c'est pas vraiment su, mais les problèmes de thyroïde peuvent entraîner de réels problèmes psychologiques et psychiatriques. Et donc, c'est vrai que je sais pas comment on vous enseigne, tu vois, la santé mentale, si elle est genrée, si toi, tu souhaites que ce soit le cas. Mais je me dis, waouh, ça doit être tellement difficile de... En plus, commence à y avoir les hormones et, tu vois, la santé physique qui joue sur la santé mentale. Vous en découvrez un peu tous les jours, quoi. Ouais. Bah, c'est ça qui est aussi cool, c'est que c'est une spécialité dans laquelle il reste pas mal de choses à découvrir. Et c'est vrai que systématiquement, ça pour le coup, c'est assez bien enseigné en médecine. On nous dit quelqu'un qui fait une première dépression ou un premier épisode psychique, il faut faire au moins une prise de sang dans laquelle on regarde justement la thyroïde, on va regarder certaines vitamines qui peuvent, dont la carence peut donner un trouble psychique. On va regarder aussi le foie, le rein, etc. Parfois faire carrément une imagerie, donc un scanner ou une IRM cérébrale, pour justement pas passer à côté d'un trouble physique qui pourrait être soigné et qui en fait expliquerait les troubles comportementaux ou émotionnels. Donc ça, pour le coup, là aussi, c'est pas essentialisé, mais en fait, c'est juste le strict minimum en tant que médecin de déjà s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose qui puisse expliquer les troubles. Et ces différences-là, c'est vrai qu'on va les retrouver dans pas mal de pathologies, notamment la différence de genre. Et ça ne veut pas dire que c'est que hormonal ou de stéréotypes de genre, mais certaines pathologies, on le sait, alors en psychiatrie, mais aussi ailleurs, les troubles thyroïdiens sont plus fréquents chez les femmes. Donc, on sait un peu pourquoi, mais bon, c'est un fait, quoi. Je veux dire, donc c'est normal qu'on puisse retrouver cette différence-là aussi en psychiatrie, même si clairement, il y a des spécificités. Qu'est-ce que tu as été le plus surpris de découvrir ou de déconstruire lors de tes premières années de pratique en tant que psychiatre ? Bah, honnêtement, là, pour le coup, c'est vraiment en lien avec mon premier stage de psychiatrie, qui est un sujet assez deep aussi. C'est le mois de ta vie. Ouais, non, parce que là, pour le coup, donc, en fait, en externe en médecine, on fait donc on est étudiant en médecine et on fait des stages de 1 à 2-3 mois dans différents services pour ensuite choisir. Et ensuite, on choisit une spécialité. Et là, on fait des stages de 6 mois dans la même spécialité. Okay. Et donc, mon premier stage, où là, j'étais vraiment interne de psychiatrie à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine, où j'exerce maintenant. Et en fait, ils utilisent, et on continue d'utiliser, le traitement par électroconvulsivothérapie, qu'on appelait avant les électrochocs. Ouais. Et c'est vrai que franchement, et c'est le cas pour quasiment tous les internes, la première fois, on se dit, ah oui, quand même, on sait dans les études de médecine que c'est un traitement qui est efficace, et c'est pour ça qu'on continue d'utiliser, et qui est le plus efficace contre la dépression. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, même si maintenant, aujourd'hui, ça se passe au bloc opératoire, dans des conditions de sécurité optimales, on endort les gens, ça dure que, en général, moins d'1 minute, donc c'est vraiment une procédure médicale qui est très encadrée, mais quand même, c'est assez impressionnant, surtout en plus pour des psychiatres, on n'a pas forcément l'habitude, on n'est pas des chirurgiens, voilà, on découpe pas les gens et tout, donc il y a un côté physique qui est assez spécifique, mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant, quoi. Et mes premiers patients qui ont été guéris par ce traitement, c'est vrai que c'est assez fascinant de se dire que ça se passe par séance. On fait en général 3 séances par semaine qui durent encore une fois 1 minute. Et au bout de 3, 4, 5 séances, en général, les premiers effets arrivent. Et la personne, notamment, on le fait essentiellement pour des dépressions graves et très sévères, revient à elle-même, quoi. C'est assez impressionnant. Notamment quand on est interne, on reçoit des patients, notamment via les urgences, qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas comment ils sont quand ils vont bien, mais des personnes qui arrivent à peine à parler, qui sont vraiment qui ne mangent pas, qui sont allongés dans leur lit prostrés. On se dit bon, waouh, enfin c'est assez impressionnant, c'est-à-dire comment on va faire pour l'aider, et qui se remettent qui à un moment, le premier matin. Tu vas aller voir pour ta visite et il te faut une blague et tout, mais qu'est-ce qui se passe, genre, vraiment, et tu mets ça en lien avec le traitement qui a été fait, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est vrai que c'est assez fou. Qu'est-ce qui te frustre le plus dans ton activité? Peut-être aujourd'hui le fait que
on en parle plus, ce qui est très positif, mais c'est vrai que sur le terrain, il y a encore une grande différence entre la souffrance quand même dans laquelle est la psychiatrie, notamment par le manque de moyens, le manque d'investissement politique. J'ai peur. Ce mouvement, et notamment là, ces grandes causes nationales, etc., il y a des choses qui sont faites et c'est très bien. Mais attention à ne pas perdre de vue qu'il faut quand même s'occuper avant tout des personnes qui ont des troubles psychiques potentiellement sévères, potentiellement handicapants, et que ça passe par des moyens financiers, humains, et qu'on ne transforme pas le sujet en espèce de phénomène de mode. Donc c'est vrai que ce sujet-là, je pense qu'il faut être assez vigilant. Et j'espère vraiment que dans au moins ce grand temps où on parle beaucoup de santé mentale, ça puisse aussi susciter des vocations parce qu'on manque clairement beaucoup des problèmes de la psychiatrie en ce moment sont aussi au-delà même du manque de moyens, de postes qui sont non pourvus, c'est-à-dire de postes d'infirmiers, d'infirmières, de psychologues, de psychiatres pour lesquels on n'a pas de personnes en fait à embaucher, même si en plus on sait qu'il faudrait embaucher plus que ce qu'il y a actuellement, mais il y a vraiment un sujet là-dessus, quoi. Donc, ouais. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Venez travailler en psychiatrie. Et ce qui est complexe, c'est que, comme tu le disais, il y a des facteurs à la fois biologiques, héréditaires, neurologiques, et à la fois des facteurs environnementaux et contextuels. Mais en fait, je me demande, tu vois, et ça se trouve, il n'y a rien à faire, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour les enfants, si des parents nous écoutent, qui permet de minimiser le risque de développer par la suite des troubles psychologiques? Dans les grands conseils, évidemment, qui sont ensuite sont adaptés, notamment en fonction de l'âge, hein, éviter de rester dans les tabous et les non-dits, parce qu'en fait, les enfants sentent assez bien ce qui se passe et que, notamment en cas de troubles psychiques, en cas parfois de situations dramatiques, de maladies, d'hospitalisation, essayer de leur mentir quelque part pour les protéger. En général, ils sentent quand même qu'il y a quelque chose et du coup, ils le vivent, notamment pour un enfant avec de la culpabilité. C'est vrai pour quasiment toutes les pathologies, mais quand un parent est malade, l'enfant a tendance à s'attribuer la faute de cette maladie. Et alors, quand c'est une maladie qui n'est pas simple, dont il voit que les adultes eux-mêmes ont honte et essaient de lui cacher, forcément, c'est vécu avec plus de difficultés. Alors que ça devrait être quelque part... c'est des sujets qui sont évidemment pas simples, mais comme beaucoup de troubles, quoi. Donc, au moins verbaliser le plus simplement possible, puis ensuite vraiment adapter à l'âge. Et puis, peut-être dans les choses à éviter, le côté... maintenant, moi, je suis plus trop d'adolescents, mais pendant mon internat, j'ai fait quelques stages avec les ados. Et il y avait un peu le côté... pour un enfant, on va dire si t'es pas sage, je vais appeler la police. Et l'ado, c'est si t'es pas sage, je vais t'emmener chez le psy. Enfin, comme si c'était vraiment un peu la dernière solution, la punition. Et le jour où les parents prennent la décision, alors que et souvent à juste titre de l'année chez le psy, il y a quand même un côté on a vraiment tout essayé. Et là maintenant, au bout du truc, on va chez le psy. Il y a un côté, c'est assez violent du coup même pour l'ado de se dire waouh, j'en suis là. C'est quand même en général, on n'appelle jamais la police pour les enfants. Ouais. Là, pour les ados, on finit quand même par les amener chez le psy. Bon, c'est un peu. C'est vrai. Je pense qu'il faut faire attention à comment on le présente aussi, quoi. À quel point la façon dont on représente les troubles psychiatriques dans les films, dans les séries, dans l'imaginaire culturel, influence l'image qu'on en a. Parce que c'est vrai que si on réfléchit, si on n'a jamais été confronté dans sa famille ou dans ses proches à des personnes qui étaient atteintes de troubles de santé mentale, la seule représentation qu'on en a, c'est à travers la fiction, quoi. Exactement. Et ça, pour le coup, c'est ce qui est vraiment génial en train de ce qui se passe en ce moment, on va dire depuis au moins une 10, maintenant vingtaine d'années. C'est que ce qui est très spécifique, c'est que les représentations qu'on a dans les films, les séries, vont finalement nourrir clairement les représentations qu'on a sur le sujet, mais aussi vont les faire évoluer. On a vu depuis à peu près Happiness Therapy, qui a une quinzaine d'années,
avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, qui montrait pour la première fois quasiment, une personne qui a un trouble bipolaire, mais qui n'est pas à l'hôpital, qui en sort, qui est plutôt sympathique, qui est jouée par Bradley Cooper, qui a été un succès. C'est quand même une comédie romantique assez classique. Et en même temps qu'aborde ce sujet-là, qui parle de médicaments, il y a une espèce de mélange entre quelque chose d'un peu dramatique et de sujet de fond, et ça reste quand même une comédie romantique super classique que beaucoup de gens peuvent voir limite en passant à côté du sujet. Ah oui, c'est vrai que il est bipolaire, quoi. Et ça, c'est assez génial parce que justement, il n'est pas que un trouble, c'est pas un serial killer, etc. Et ça a été un succès aussi public, critique. Il a eu l'Oscar du meilleur film. Donc, Ah ouais, je clairement, savais pas. Ok. franchement, il a vraiment fait date à ce sujet-là, et montrer que on peut aussi faire, parce que c'est le monde dans lequel on vit, mais un film hyper bankable, avec des grosses stars, qui rapporte plein d'argent, en traitant d'un sujet assez intelligemment et plutôt tabou. Et puis ensuite, ça a clairement été le moment, on va dire, Netflix, puis suivi par les autres plateformes, mais qui a complètement libéré les représentations là-dessus, parce qu'avant, faire une série sur des ados suicidaires, je veux dire, non, sur TF1, M6 et France 2, non, ça ne passait pas. Il y avait vraiment beaucoup trop de réticence à aborder le sujet, à le traiter aussi de manière fine et juste, en intégrant les personnes concernées, en intégrant des experts, etc. Donc, pour le coup, les plateformes ont quand même vraiment contribué à donner des représentations, à tel point qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la plupart des séries, alors peut-être un petit biais des séries que je regarde, mais quand même d'une manière générale, où il y a quasiment un personnage qui a un trouble, ou en tout cas où c'est une manière d'en parler, et que ça permet vraiment d'améliorer les représentations, de montrer que c'est très fréquent, que c'est pas que dramatique, que c'est un personnage comme les autres, et que là-dessus, ça rejoint finalement d'autres combats qui ont été sur la représentation des femmes, des personnes minorisées sexuellement, des personnes racialisées, etc. Donc, pour le coup, on sait globalement que ça contribue quand même à aller dans le bon sens, même s'il y a aussi des retours en arrière, etc. Avant, c'était juste en fait pas possible, quoi. Ouais. Ouais, en fait, je sais pas si c'est. Enfin, si, il y a des retours en arrière, mais moi, c'est surtout ce qui m'interpelle parfois, c'est l'écueil presque inverse de romantisation des troubles ou de la maladie. Et, je pense à la fois pour les femmes, la figure de. Voilà, la bad girl qui se complaît dans une forme de pessimisme ou de contradiction de la société très forte. Et pour les hommes, et souvent du coup ça joue même dans l'imaginaire amoureux, de ce côté-là aussi bad boy, ou même syndrome du sauveur, l'homme qui va pas bien et qu'on va essayer de sauver à tout prix parce qu'on veut montrer que nous on peut y arriver, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on on est encore très teinté de effectivement ces représentations autour des femmes à qui va vraiment échoir le rôle du care, donc s'occuper d'un homme, s'occuper de son entourage. Si on regarde une série récente sur Netflix, la série Sirens, je sais pas si tu l'as J'ai pas vu. qui est assez drôle, puis avec Julianne Moore qui est vraiment trop cool. J'ai interviewé, voilà, je me place là. Waouh, ouais. Trop bien. Franchement, je vais maintenant t'interviewer sur... donc, on voit beaucoup cette question du rôle du care, de s'occuper de l'entourage, notamment il est question d'un parent malade, mais aussi d'une fratrie, enfin pour le coup une sororité disjointe, etc. Et c'est vrai que ces clichés-là, ils sont encore présents, mais ce qui est quand même positif, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même des représentations autres qui commencent à émerger, quoi. Même si c'est pas partout, c'est pas tout le temps. Même dans un film comme le dernier Marvel, Thunderbolt, qui est autour de personnages qui parlent quasiment que de la dépression, la super héroïne, la veuve noire, qui est à la fois hyper puissante et en même temps clairement hyper déprimée au début du film, qui en parle, qui n'est pas réduite que à ça, qui est pas, y a quasiment pas de romance. Enfin voilà, elle existe pour ce qu'elle est et ce qu'elle traverse, mais c'est pas un homme qui la sauve, et elle est pas non plus là que pour sauver un homme. Je trouve que c'est quand même, et pour le coup dans des films qui sont bons, les Marvel, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même des films très grand public, qui ont un cahier des charges très long, et qui n'ont pas toujours été les représentations les plus progressistes non plus. Donc pour le coup, je trouve que ça c'est vraiment très joyeux et assez inspirant, quoi. C'est vrai.
c'est vrai qu'on voit hein, que même les artistes. Bon, je pense que les artistes musicaux, ils ont toujours eu peut-être un moyen d'expression plus, pas facile, mais plus naturel, étant donné que l'objectif, c'est un peu de partager ses émotions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus un sujet. Et je me demandais comment toi, tu le voyais de l'extérieur, justement. Est-ce que c'est bénéfique pour permettre de normaliser la chose? Est-ce que c'est dangereux parce que ça le rend peut-être cool ou vu qu'on veut ressembler aux stars qu'on apprécie, voilà, on veut peut-être s'identifier. Comment tu vois ça? Bah, ce qui est assez là aussi cool, c'est que au même moment, et c'est pour ça qu'en fait les deux sujets, moi je parle de la pop culture au sens large, autant des représentations dans la fiction, mais de ceux qui les font aussi, c'est qu'il y a vraiment eu cette espèce de révolution, clairement. Alors les prémices, c'était vraiment pour années 80-90, avec des personnes comme Carrie Fisher par exemple, qui a été une des premières actrices à parler de son trouble bipolaire, aussi d'addiction, de dire qu'elle a eu par exemple un traitement par électroconvulsivothérapie. Elle en a fait un one-woman show dans lequel elle en parle, qui est hyper drôle. Enfin bon, c'était clairement à la fois, et c'est, on le voit, hein, l'avantage et puis surtout les inconvénients d'être aussi en avance sur le sujet, c'est que elle a aussi dit, bah, en fait, ça m'a coûté ma carrière. Enfin, du coup, je suis devenue Princesse Leila et une porte-parole pour la santé mentale, mais on m'appelait plus pour des films. C'était les années 80. Clairement, début des années 2000, pour le coup favorisé, on pourra en reparler, par les réseaux sociaux, avec plutôt un effet bénéfique qui est que Britney Spears a clairement été un peu la période de transition entre une époque où les Whitney Houston, Michael Jackson, Prince, George Michael allaient hyper mal. Tous sont décédés de troubles psychiques, mais aucun a pu en parler vraiment de manière spontanée. C'était uniquement caché jusqu'au moment où ça explosait, et du coup c'était le passage sur un talk show américain où on venait un peu gratter les trucs, les sujets. Enfin, c'était quand même un regard qui était hyper compliqué, qui était posé, et qui n'était pas justement, c'est pas un trouble psychique. Whitney Houston, c'était une craquée, femme noire. Enfin bon, c'était hyper raciste, sexiste. La manière dont c'était traité, pas du tout comme un sujet de santé. Et puis Britney Spears, qui est quand même entre les deux, où elle a commencé sa carrière en étant marketée comme un produit. Et puis ensuite, le truc a quand même déraillé par rapport clairement à ce qui était prévu par son entourage. Et finalement, avec l'arrivée aussi des réseaux sociaux, où elle a pu s'exprimer directement, et aujourd'hui, elle le fait. Ouais, ou indirectement, parce qu'il y avait Exactement. cette histoire... Alors, c'est marrant, moi je pense que je suis vraiment la génération où on a... Enfin, qui a grandi avec Britney. Donc j'ai suivi Britney, j'ai vu mais ce qui était vendu comme un pétage de câble de Britney. Genre, moi je me souviens juste qu'un jour elle s'est rasé la tête. Et que boum, un jour elle a été mise sous tutelle. Mais encore à date, je sais pas vraiment pourquoi elle a été mise sous tutelle, quels sont vraiment les troubles qui ont été reconnus. Et oui, l'infantilisation qui en a suivi, où je me souviens que les gens essayaient d'interpréter les signes à LED qu'elle faisait dans ses vidéos. Donc toi, je sais que tu as travaillé sur le sujet, que tu en parles dans ton premier livre, donc tu peux nous en parler un peu de ce phénomène Britney? Bien sûr, elle a vraiment fait la transition entre effectivement ce truc très verrouillé et complètement tabou. Et là aussi, ça a été et ça reste la personne la plus célèbre au monde qui a fait l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle. Et c'est quand même pas rien de porter ça. Dans son livre, puisque finalement elle a enfin pu écrire son histoire, elle en parle, où elle explique la tutelle. Alors elle, pour le coup, et c'est pour ça qu'elle est vraiment en transition, on va dire, entre deux époques. Elle parle pas vraiment des troubles qu'elle a, mais surtout de ce qui lui est arrivé. Donc elle a du mal à poser vraiment, enfin elle a du mal, c'est sa vérité quoi, mais elle parle un peu de dépression, mais je trouve, c'est très personnel, mais il y a un petit décalage entre ce qu'elle dit, j'étais un peu déprimée et j'ai fait une soirée avec Paris Hilton, je suis hospitalisé pendant 6 mois et on met une tutelle. Enfin, c'est vrai qu'on se dit c'est un peu disproportionné. Qu'est-ce qui peut justifier une tutelle, peut-être pour les gens qui ne le savent pas? Bien sûr, en France, pour le coup, c'est quand même une mesure qui est très encadrée, avec il faut l'avis de au moins 2 psychiatres, médecins experts. La plupart du temps,
En France, c'est plutôt pour des pathologies de type démence, Alzheimer, pour des personnes qui ne peuvent plus gérer leur argent. Et pour certaines pathologies, ça va être en général le trouble schizophrénique ou le trouble bipolaire, où il y a vraiment des difficultés, c'est-à-dire que la personne se met en danger. Et c'est vrai que souvent, la mesure de tutelle, elle est mise en place quasiment a posteriori. En fait, c'est une fois que la personne a déjà dilapidé, en gros, tout son capital, si elle en avait, ou est vraiment dans une très grande précarité, qu'on met la tutelle en place pour justement l'aider, parce que sinon, elle n'arrive pas à gérer son argent, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas... évidemment, après, moi, je travaille dans le service public, mais c'est en dehors de... Il y a eu aussi l'histoire de Liliane Bettencourt, mais là, pour le coup, justement, c'est la démence. Je veux dire, les gens qui font l'objet de tutelle, c'est des gens qui sont surtout à mon temps dans une extrême précarité, donc c'est pas détourner des millions, quoi, clairement. Et ensuite, elle a un peu ouvert quelque part la voie à des Selena Gomez, à Lady Gaga, à Bradley Cooper, qui sont par exemple 3 immenses stars qui à la fois ont parlé de leurs troubles à un moment où ils allaient bien, et de leur fait, c'était pas une révélation people, c'est eux qui sont assis, qui ont dit en fait j'ai ce trouble, j'en parle pour améliorer la représentation de ce trouble, pour aider les gens, et aussi, et c'est ça que je trouve assez fascinant, l'ont utilisé quelque part dans leur métier, pas dans un truc de justement romantisation du mal-être, mais Bradley Cooper, il a dit en fait Star is Born, c'est aussi un peu mon histoire, parce que j'ai été addict à la cocaïne de 20 à 30 ans. Aujourd'hui, je suis complètement sobre depuis 10 ans, mais je sais en fait ce que c'est que la souffrance d'un addict, et j'ai eu envie d'en parler. Lady Gaga, pareil, avec son épisode psychotique dont elle a parlé autour d'un de ses albums. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez génial, de se dire que ça donne des représentations. On sort du tabou, et ça fait partie un peu de leur métier, de leur identité, mais on ne les réduit pas que à ça. Selena Gomez, elle a beaucoup et elle continue à faire beaucoup de choses sur la santé mentale, mais on la retrouve sur scène pour un prix à Cannes, on la retrouve dans une des séries les plus regardées sur Disney+. Enfin bon, elle n'est pas réduite à son trouble, et ça c'est vraiment un message d'espoir important pour les personnes concernées. Ils peuvent en parler. Évidemment, tout le monde n'a pas la puissance médiatique, financière d'une Selena Gomez, mais quand même c'est inspirant de se dire que lorsque ces icônes-là le font, on ne les réduit pas à leur maladie, quoi. Est-ce que c'est le fait qu'il soit célèbre qui donne l'impression que beaucoup de personnalités sont touchées par les troubles psychiques, ou est-ce qu'il y a une vraie surreprésentation des personnes avec des troubles dans le monde des personnalités publiques, que ce soit des chanteurs, des acteurs, etc. C'est un sujet qui est hyper effectivement technique et compliqué, dont je parle pas mal dans mes livres. En fait, il y a un peu les deux. Il y a un lien entre création artistique et troubles psychiques, notamment qui passerait par quelque chose d'héréditaire. Les familles dans lesquelles on retrouve plus de troubles bipolaires et de schizophrénie sont aussi celles dans lesquelles on retrouve plus de personnes qui ont des métiers créatifs. Donc ça, c'est un élément quand même intéressant à avoir en tête, et montrer que c'est pas non plus que de la fatalité quelque part. Ça, c'est un des premiers éléments. Et ensuite, il y a l'effet célébrité qui va jouer aussi. On peut être très créatif sans forcément être célèbre. La célébrité est plutôt un facteur de stress du point de vue psychique, ce qui explique aussi qu'à un certain niveau de célébrité, c'est vrai que on se dit, on a l'impression qu'ils sont tous concernés, parce qu'en même temps, si on regarde, notamment, quasiment tous les docus, j'avoue, du coup, moi, je suis très docu de stars, mais que ce soit celui de Lady Gaga, là, sur Netflix, ou celui de Britney Spears, qu'elle avait tourné, qui s'appelle For the Record, donc vraiment, s'il y a des fans de Britney, je vous le conseille, qu'elle avait tourné entre deux de ses albums, mais c'est le seul dans lequel elle intervient, qui est sur elle, quoi, qui est avec elle. Qui est avec elle et pas juste sur elle. Exactement, parce qu'après, il y en a eu plein, notamment autour de la tutelle, etc. Mais bon, c'est encore autre chose, mais c'est pas elle qui est à l'origine du projet, quoi. Et c'est vrai que quand on voit sa vie, on se dit, et ce moment où elle est sous tutelle, où elle dit, j'ai envie d'aller au restaurant, et puis là, pendant 1 heure, t'as tout son staff qui appelle, est-ce qu'elle peut aller dans tel restaurant, où sont les paparazzis, comment on fait, est-ce qu'on peut réserver le restaurant, il se passe 1 heure et dit non mais j'ai plus envie d'aller, il y a vraiment un truc, en fait c'est qu'on se dit qui pourrait aller bien en vivant dans ce contexte-là, quoi. Ça aliène aussi, ça aliène complètement, et non, c'est pour aller faire du shopping, et puis finalement ils y vont, elle arrive au bout de 5 minutes, ah bah non, ça a fuité,
faut partir, du coup, elle sort, elle est complètement poussée par une foule. Enfin, c'est bon. Donc, il y a cet effet-là qui va jouer aussi dans finalement cette surreprésentation des troubles psychiques chez les, on va dire, personnalités et les artistes célèbres, quoi. Et aujourd'hui, on entend beaucoup que les gens vont plus mal, qu'il y a une augmentation des troubles psychologiques, notamment chez les jeunes. Qu'est-ce qui l'explique ? Est-ce que certains pourraient dire que c'est juste qu'on en parle plus ? Et après, ce serait une question pour plus tard, mais comment faire du coup pour l'affronter à une ère où aujourd'hui il y a vachement de self-diagnostic qui se développe et qui peut être problématique. C'est clair. Il y a plusieurs facteurs. On détecte mieux, on soigne globalement mieux les troubles psychiques aujourd'hui qu'il y a 20, 30, 40 ou 100 ans. C'est une spécialité, comme la plupart de la médecine, mais qui est finalement assez récente. Avant les années 50, il n'y avait aucun médicament qui existait. Donc en fait, quand on allait mal, on était aussi très démunis par rapport à l'aide qu'on pouvait apporter. Donc ça déjà, c'est un des premiers éléments. Le fait qu'on en parle plus aussi, clairement, permet aux personnes quand même d'être moins stigmatisées et d'accéder plus facilement aux soins. Donc ça, c'est positif. Après, il y a quand même des facteurs, notamment depuis le Covid, qui ont montré cette inflation, notamment dans certaines parties de la population. Par exemple, les tentatives de suicide chez les jeunes filles ont explosé dans le Covid, dans le post-Covid. Et là, pour le coup, on voit bien que c'est un peu ce mélange entre des éléments qui sont sociétaux, parce qu'on ne peut pas expliquer juste par la biologie ou l'amélioration du diagnostic. Il n'y a pas eu une révolution, entre guillemets, pendant ou juste après le Covid, quoi. C'est vrai également pour les troubles du comportement alimentaire qui paraît qu'on vraiment augmenté, et notamment chez les jeunes, ce qui pose plein de questions. Dans les suspects, clairement, les facteurs suspectés, alors certes, le Covid, ça a été un temps clairement de stress majeur, ça on l'identifie, mais néanmoins, dans le fait que ça continue d'augmenter et que ça ne se résorbe pas, probablement que les réseaux sociaux ont quand même leur part, notamment avec des usages problématiques des écrans, que ce soit un hyper-usage ou d'usage de contenus qui vont aggraver certains symptômes. Donc ça, pour le coup, ce qui est très compliqué, c'est que c'est encore des hypothèses. Il y a quelques études qui commencent à nous montrer les faits, mais en fait, à la vitesse à laquelle ça va... Les grandes études qui ont été lancées il y a 5 ans, elles parlaient de Facebook, quoi. Donc ça peut faire rigoler, mais voilà. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui sur TikTok, dans 5 ans, quand vraiment on aura le recul, on ne sait pas du tout ce qu'on utilisera, quelles sont les plateformes, etc. Donc ça nécessite d'être un peu humble aussi. Et qu'est-ce qui est le plus délétère, selon toi, dans l'utilisation des réseaux sociaux ? Sur quoi tu as envie de mettre en garde ? Probablement les contenus qui vont aggraver, mais c'est difficile parce que c'est quand même assez individuel, mais qui vont... C'est assez obsessionnel en fait, c'est ça qui est dur. C'est assez obsessionnel, et puis pour être moi-même usager des réseaux sociaux, c'est vrai que on le sait, les processus qui ont été mis en place sur les réseaux sont pour nous faire rester le plus longtemps possible, et c'est vrai que parfois on passe un temps quand même... Quand on regarde les stats et tout, c'est on peut mettre des limites quoi. De temps. On peut mettre des limites, ouais. J'ai mis moi, sur TikTok, j'ai mis une limite. Ouais. Je pensais jamais être le genre de personne qui devait mettre une limite. Et le fait que j'en sois obligée, ça dit beaucoup, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on se dit, voilà, pour les personnes qui vont être plus vulnérables, ça va être, par exemple, si on a une dysmorphophobie, donc une difficulté avec la perception de son corps, consommer des contenus dans lesquels il y a que des personnes extrêmement minces ou extrêmement musclées, ou etc. On sait que ça aggrave les troubles, et c'est vrai que soi-même, je trouve que quand on voit les images qu'on voit sur Instagram, c'est sûr que sans avoir un trouble du comportement alimentaire, on se dit, mais c'est vrai que moi du coup je vais regarder les mecs et tout, on a l'impression on a vite fait d'être de se comparer, complètement gringalet, de se dire le standard de base. Et ça, c'est vrai que on l'a vu, et notamment chez les femmes avec la minceur, mais dans les facteurs nouveaux, on le voit chez les hommes avec le muscle. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression,
que ce soit pour le coup dans les films ou dans les réseaux sociaux ou maintenant dans la rue, que le standard de muscle d'un homme, en fait, le truc de base, c'est faut déjà faire 1 heure de sport à la salle par jour pour être considéré comme avoir un corps standard. Enfin, c'est quand même assez vertigineux, notamment pour les plus jeunes, de voir à quel point, et ça, je trouve pas que ça va trop dans le bon sens quand même. Comment toi, à titre personnel, tu te protèges de tout ça? Alors, non seulement de la toxicité des réseaux sociaux, mais comme tu le dis, je pense qu'il y a quand même un facteur d'âge qui joue. Mais même, ouais, comment tu fais pour ne pas forcément être trigger par toutes les personnes qui vont mal, que tu soignes? C'est vrai que j'ai la chance, déjà de beaucoup aimer mon métier et puis d'avoir un métier quand même qui a du sens. Et c'est vrai que ça revient souvent un peu dans le mal-être un peu civilisationnel de se dire la perte de sens dans le travail. C'est vrai que mon métier, c'est d'essayer d'aider du mieux que je peux des gens qui vont mal. Parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien, parfois c'est plus long, parfois, enfin évidemment, c'est pas miraculeux, évidemment. Mais en tout cas, le but quand je rentre chez moi, je me dis au moins j'ai fait du mieux que j'ai pu, ou parfois non parce que je suis pas content de moi, mais je veux dire en tout cas voilà. Donc ce sens-là direct, et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a quand même beaucoup de gens qui vont mieux, et c'est hyper gratifiant pour le coup de suivre quelqu'un qu'on a connu aller hyper mal, qui a vraiment qui va mieux, qui a changé des choses dans sa vie, qui a réussi. Enfin, c'est honnêtement une des sensations les plus peut-être gratifiantes en tout cas que moi je peux éprouver. Donc je trouve qu'il y a quand même une sorte de balance entre les expériences très positives et puis les expériences moins positives dans mon métier. Et puis c'est vrai que souvent c'est aussi une question qu'on peut poser. Oui, c'est pas trop dur, mais honnêtement, et c'est aussi pour ça que je fais toutes ces actions de déstigmatisation, c'est quand même beaucoup plus dur pour évidemment les personnes concernées, mais aussi leur entourage. Moi, quelqu'un qui vient me voir, déjà, je le vois dans un cadre d'une aide précise, c'est mon métier. Donc, c'est pas non plus invasif. C'est pas à 22h que quelqu'un débarque dans mon salon, ça va pas du tout. Alors, c'est un ami et c'est un autre contexte. Mais là, c'est un cadre qui est quand même professionnel. Je fais mon métier. Et l'essentiel quand même de la charge, elle va être sur l'entourage et la personne concernée. Parce que pour le coup, il n'y a pas cette distance-là. C'est du quotidien. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à me protéger. Comment aider quelqu'un qui va mal? C'est une question que j'ai beaucoup reçue parce que, comme j'ai une période où j'allais très mal, parfois je fais des posts genre 10 choses à ne pas dire à quelqu'un qui va mal. Et j'avais eu beaucoup de retours. Ok, mais du coup, que faire? Et c'est vrai que c'est pas évident à répondre, même pour moi avoir été touchée. Donc je préfère te demander à toi, professionnel, qui en plus en a vu beaucoup, et donc ce sera pas un cas personnel. Comment tu penses, quel est le meilleur comportement à adopter pour aider des personnes qui sont en souffrance psychologique, que parfois on a vraiment du mal à comprendre? Je dirais qu'il y a 2 choses, même si, comme tu l'as très bien dit, c'est très individuel et il n'y a pas une méthode miracle pour tout le monde. Mais dans les choses qui aident vraiment l'écoute, en fait, juste un moment écouter et s'abstenir de juger. Et je sais que c'est pas toujours simple, mais d'essayer d'éviter d'être dans le tout de suite. Il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, à un moment, quand on va mal, on a besoin juste d'être écouté, d'être entendu. Et il n'y a pas forcément une solution miraculeuse, parce qu'en plus, c'est faire porter un poids. Enfin, parfois, on ne sait pas quoi dire. En fait, juste écouter, être là. Parfois, c'est aussi juste une présence physique, en fait, juste faire ressentir à la personne qu'elle n'est pas seule. Parfois, c'est même à distance, on va dire, voilà, je pense à toi, je sais que c'est pas simple. Chacun ensuite arrive à trouver le moyen, mais d'essayer de montrer une présence vis-à-vis de l'autre. Et en même temps, et carrément, quasiment en parallèle ou en contradiction, ce qu'on voit aussi, et ce qui, je pense, devrait être plus systématique, c'est notamment quand on a un proche qui va mal, essayer de s'éduquer pour en fait savoir un peu comment ça se passe. En fait, si on ne sait pas ce que c'est que la dépression, donc on se dit mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, avant elle était trop drôle, maintenant elle est trop chiante, je sais pas quoi. En fait, si on comprend pas ce qui se passe, en fait, mais qu'est-ce que t'as, t'es tout mou, en fait oui, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai l'impression que je suis en train de perdre tous mes amis, ma carrière, mon couple. Forcément, la personne. Donc, déjà, essayer de comprendre pour pouvoir se mettre un peu à la place d'eux. Et c'est que, comme on disait, ces troubles sont quand même très mal compris. Mais aussi,
pour pouvoir justement poser ses limites et dire en fait là, oui, moi je suis là en tant que proche, en tant que aidant ou partenaire ou machin, mais en fait c'est pas moi qui va guérir. Donc essayer de faire en sorte que la personne puisse accéder à l'aide professionnelle quand elle en a besoin, que ce soit en psychiatrie, en psychologie, en addictologie ou autre. Parce que aussi, parfois, paradoxalement, on peut voir des entourages qui se sentent hyper responsables du trouble, alors que, je veux dire, en fait, non, là, c'est une maladie. S'il avait, c'est toujours les exemples, mais un diabète, un infarctus ou un truc, l'amour ne suffit pas, en fait. Et ça, et pour le coup, ça me fait vraiment penser à, dans la pop culture, c'est hyper bien montré dans la série Heartstopper sur Netflix toujours, qui parle du coup de une histoire d'amour entre deux garçons au collège ou lycée anglais. Toujours est-il qu'il y en a un qui a une anorexie masculine et l'autre qui donc est son petit copain, et il y a une séquence hyper forte où la tante du garçon qui est malade dit du coup à l'autre c'est très important ton amour, mais c'est pas ça qui va le guérir, parce que lui est vraiment dans cette vision, en plus c'est trop mignon, c'est une série sur un amour adolescent, etc., de je vais le sauver, je vais être là tout le temps pour lui. Il dit oui, c'est important, mais en fait là il a besoin de soins, tu peux pas le guérir, et c'est à la fois un peu dur parfois à entendre, et c'est moins romantique ou voilà un petit peu le truc un peu à l'eau de rose qu'on aimerait tous dire, bah oui, c'est l'amour qui va te guérir, le happy ending, parce que oui, tout le monde se dit bah ouais, ce serait trop mignon et tout, mais en fait non, la vie n'est pas mignonne, non, mais c'est vrai, et beaucoup de personnes ont vraiment ça, et c'est aussi un des messages clés, quoi. À un moment c'est important, mais ça ne suffit pas. Et c'est bon pour personne, ni pour la personne concernée, ni pour l'autre, parce qu'elle va se sentir en situation d'échec, elle va s'épuiser, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu ne conseilles pas, et quelles sont les recommandations ou conseils que tu peux voir passer de plus en plus sur Internet qui t'énervent et concernant la santé mentale, pour lesquels tu as envie de dire en fait ce n'est pas que ça, ou ce n'est même pas ça du tout? Bah, c'est avec tout ce qui va être solution un peu simpliste, de conseils un peu d'élan perso, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. Le sport, on sait par exemple l'activité physique que ça peut aider dans les dépressions par exemple légères à modérées, mais déjà pas les dépressions sévères, parce qu'en fait quelqu'un qui a une dépression sévère il peut pas, enfin c'est trop déjà trop d'efforts, sortir de son lit, prendre une douche et s'habiller. Pour mes patients qui sont très déprimés, c'est déjà soulever l'Everest, et quand ils le font, dire bah c'est déjà très bien, vous êtes venu à votre rendez-vous, c'est déjà bien. C'est évidemment un baby step, et l'idée c'est de dire aujourd'hui vous vous réjouissez de ça, mais dans 6 mois on en rigolera, de se dire bah c'était déjà dur ça, mais pour l'instant c'est votre réalité du jour. Mais du coup se regarder, se faire un tunnel sur TikTok de 10 personnes qui sautent dans tous les sens, qui vont dire ah bah oui, ça dépend qu'à toi, moi j'ai fait mon heure de CrossFit et ça va beaucoup mieux. En fait ça accentue la culpabilité, et je pense que c'est un message qui finalement aggrave le mal-être. Ouais, ce serait ça peut-être le message principal. C'est quoi ton avis sur la self-care ? Compliqué, parce que à la fois c'est quand même important, et qu'on sait qu'il y a dans le spectre de la santé mentale, prendre soin de soi, prendre soin de son physique, faire des choses qui sont plaisantes, qui ont un caractère hédonique, c'est des choses qui font plutôt du bien et qu'on conseille aussi dans le cadre de la dépression. Donc il ne s'agit pas de le diaboliser. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est un peu les récupérations commerciales. Parce que oui, se faire du bien, c'est bien. Après, si c'est pour vendre derrière un truc, une crème magique ou un truc en disant voilà, ça va vous faire aller mieux, c'est toujours un petit peu compliqué, sachant que là, pour le coup, on sort un peu de la psychiatrie. Du coup, je suis clairement pris dans un entre-deux de individuel aussi. En allant sur les réseaux, oui, c'est sûr que le truc de le pousser à la consommation, j'en suis aussi clairement victime quelque part. Donc, c'est difficile de dire ah bah oui, non, il faut absolument pas du tout céder à ça, et acheter des choses, c'est pas bien. Ouais, mais en fait, dans les faits, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. En fait, il y a ce mouvement de self-care, de prendre soin de son physique. Je trouve qu'il y a le mouvement aussi self-care de prendre soin de soi, où le soi est vraiment considéré comme tel, mais qui, à mes yeux, est dangereux. C'est pour ça que je voulais avoir un avis d'expert. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont réussi
à glamouriser le fait d'aller mieux sans avoir à passer par la médecine. Comme si le recours à la médecine, à la psychiatrie, à des médicaments ou à une thérapie, c'était une solution de secours ou pas la première solution qu'il fallait envisager. J'ai l'impression qu'il y a tout un mouvement qui se développe et je crois que je vois des vidéos YouTube qui marchent super bien, donc je me dis qu'il y a un public, quoi. En gros, si je caricature, c'est vraiment avec du yoga, du journaling, de la méditation, potentiellement une certaine alimentation, de la spiritualité. Et je me demande pourquoi la médecine fait aussi peu envie par rapport à finalement ce qui s'apparente à un mode de vie / tendance. Franchement, tu mets vraiment le doigt sur l'éléphant. Non, mais c'est sûr que... l'éléphant dans la pièce, du coup, je mélange plein d'expressions qui n'ont plus de sens. C'est vrai que... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a clairement des dérives sectaires sur les réseaux sociaux, notamment dans le domaine du bien-être. Il y a eu une alerte de la Midvitude, donc, qui est en France l'organisme responsable de la surveillance des sectes, qui a lancé une alerte il y a 2 ans, je crois, sur le fait qu'aujourd'hui, la plus grosse progression de signalement qu'ils ont sur les personnes qui sont victimes de sectes, ça vient du développement personnel, en utilisant un wording bien-être, santé émotionnelle, croissance intérieure, etc., qui en fait dérive derrière vers un encerclement avec des solutions très chères, un isolement de la personne, etc. Notamment en visant du coup des personnes qui sont vulnérables. Donc c'est vraiment quelque chose de très mercantile, hein, et qui trouve clairement un public parce que, on l'a dit un peu, mais les manques de moyens font qu'on n'a pas assez de moyens. Donc c'est aussi une des réalités, hein, clairement. Mais après, c'est aussi des dérives clairement qui sont très commerciales, sachant que c'est très juste ce que tu dis. Ce qui est compliqué, c'est qu'en ce moment, on est aussi dans une espèce de grand gloubi-boulga, de trucs hyper personnalisés, où on parle effectivement pas mal de développement personnel et tout, et où en fait la médecine, paradoxalement, ça paraît être prendre un médicament que des milliers ou des millions d'autres gens ont, finalement, c'est moins sexy que se dire qu'on va avoir vraiment une aide que personne d'autre n'a, de quelque chose d'hyper très personnalisé parce que c'est dans l'astrologie ou dans mon self-care personnel que vraiment, avec mes pierres, que je trouve vraiment la chose qui me corresponde. Ce qui, en soi, on peut comprendre, hein, ce désir d'être sur quelque chose de très individualisé, mais où on voit, en fait, pour les personnes, je veux dire, c'est quand même le sens de la science, c'est que c'est des choses qui sont prouvées, là où tout le reste ne l'est pas, qui sont standardisés, mais plutôt heureusement. Je veux dire, si les médicaments, ils n'étaient pas standardisés, ou les vaccins, je veux dire... l'ultra-personnalisation, ça ne marche pas tant... Enfin, pour les maladies, ça ne marche pas. Exactement, c'est pas scalable. Exactement. Et donc, il y a une espèce de rejet un peu du côté médical ou scientifique qui est quand même assez, effectivement, inquiétant. Notamment parce qu'après, franchement, si quelqu'un qui va bien et qui a envie de faire de l'astrologie et de la gémologie, franchement... Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, j'ai rien contre. Après, pour les personnes vulnérables, c'est vrai que ce qu'on voit parfois... c'est que des personnes qui sont en difficulté vont essayer d'écluser, perdre beaucoup d'argent, de temps dans des solutions qui font aggraver le mal-être avant d'arriver finalement aux soins, quoi. Ce qui a pour conséquence, je pense, à la fois parce qu'il y a un manque en effet de praticiens et à la fois parce qu'il y a une forme de défiance de ce monde-là, à beaucoup d'autodiagnostic. Il y a encore vraiment 3 semaines, je faisais un micro-trottoir et puis voilà, je crois que je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils auraient aimé savoir plutôt pour aller mieux. Et il y a une fille qui dit moi j'aurais aimé savoir que j'avais un TDAH. Et donc je dis écoute, quand est-ce que tu l'as su, comment t'as su et tout. Elle dit j'ai vu des vidéos sur TikTok, c'était exactement moi. Ouais. Et tu vois, en fait, j'ai pas envie de remettre en question ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Mais j'ai l'impression que c'est plus symptomatique d'une volonté d'être diagnostiquée de quelque chose. C'est plutôt ça qui m'interroge. C'est vrai que là aussi, c'est un débat qui est assez intéressant et qui est clairement
sociétale. En fait, le diagnostic, à la base, c'est vrai que c'est une prérogative, c'est quelque chose de médical. Seuls les médecins peuvent poser un diagnostic. Les psychologues, par exemple, ne peuvent pas poser de diagnostic parce que justement, ils n'ont pas la formation médicale pour le faire. Donc là, c'est pas que pour la psychiatrie, c'est pour tout. Ce qui est compliqué dans l'autodiagnostic, c'est que, en fait, pour en faire quoi ? Parce que, disons que si on n'a pas cette altérité, parce que c'est pas de dire c'est notre pouvoir, etc. Mais en fait, l'idée d'un diagnostic, c'est avant tout de pouvoir proposer une aide adaptée derrière. Et si c'est pas un diagnostic avec une aide, en fait, c'est juste se revendiquer de quelque chose d'identitaire. Il y a plein de choses dont on peut se revendiquer qui ne sont pas des diagnostics. Moi, je suis plutôt lunatique. Bon, bah, très bien, t'es comme ça. Personne, bon, c'est ton ressenti, tu t'identifies comme ça. En revanche, je suis bipolaire. Bah, en fait, non, parce que pour le coup, il y a vraiment un sens derrière à ce mot-là qui relève d'un diagnostic. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Avec notamment, on le voit, c'est pour ça que à la fois on voit que c'est intéressant, mais bon, l'autodiagnostic, ça va concerner surtout des troubles qui sont quand même considérés comme moins stigmatisants. Ça va être les TSA, donc les troubles du spectre de l'autisme, mais sans déficit intellectuel, qui sont une minorité des TSA, mais qui sont l'essentiel des autodiagnostics. Ça va être le TDAH, effectivement, qui est considéré comme un trouble, mais c'est encore, ça va. Mais le reste, par exemple, on n'a jamais d'autodiagnostic de schizophrénie, par exemple. Pourtant, c'est une pathologie qui est aussi fréquente, voire plus fréquente que les deux que j'ai cités juste avant. Donc, on voit bien qu'il y a aussi une question de désidérabilité de diagnostic qui change de l'un à l'autre, qui fait que ça vide quand même un peu de substance, entre guillemets, ce mot-là. Alors après, ça peut être une première étape de se reconnaître, et c'est aussi pour ça que j'ai une présence sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi là que les gens s'informent. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment ensuite, si vraiment ça génère une souffrance, parce que là aussi, dans toutes les définitions de tous les troubles psychiques, il y a des symptômes, et la condition, ça génère une souffrance pour l'individu dans sa relation individuelle ou personnelle ou sociale, professionnelle, etc. S'il n'y a pas de souffrance, ce n'est pas un trouble. Parce que sinon, là aussi, on pourrait dire tout et n'importe quoi. Moi, je suis trop comme ci, trop comme ça. Donc, si ça génère une souffrance et qu'on se reconnaît, l'idée, c'est d'aller voir quelqu'un pour confronter finalement ce diagnostic à une réalité et ensuite aider. Donc, est-ce que selon toi, il y a des troubles qui sont sous-considérés ou sous-diagnostiqués ? Ouais. Notamment, alors, la schizophrénie... qui pour le coup c'est un peu le grand absent, même dans ce moment, même à Hollywood, même alors que c'est aussi fréquent que le trouble bipolaire. On a je ne sais pas combien de stars, en France Nicolas Demorand, etc., qui ont pas eu de trouble bipolaire, mais c'est personne de la schizophrénie, qui est une pathologie qui peut avoir un handicap plus sévère, mais qui, comme toutes les pathologies, c'est une question de spectre. Moi, j'ai des patients qui sont sur le spectre de la schizophrénie et qui travaillent en entreprise, et où aucun de leurs collègues saurait qu'ils avaient une schizophrénie. Donc, on voit bien qu'il y a quand même encore beaucoup de stigma et un peu l'omerta sur le sujet. Et un autre trouble qui est aussi très fréquent, qui est le trouble borderline, trouble de la personnalité borderline, qui est très fréquent en psychiatrie, mais c'est vrai qu'il n'est pas très représenté dans la pop culture, qui n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, alors que, et c'est pour ça que ça m'interroge vraiment, c'est une pathologie qui est très contemporaine, dans le sens où c'est une pathologie qui va être marquée beaucoup par l'impulsion, par les angoisses abandonniques, par les attaques de soi, un sentiment de vide intérieur, donc qui sont quand même des symptômes qui résonnent, je trouve, beaucoup chez beaucoup de personnes, mais qui, pour le coup, est beaucoup moins valorisé quelque part et représenté, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des troubles qui n'existaient pas il y a 100 ans, qui ont fait leur apparition ? Ça, c'est difficile de le dire parce qu'effectivement, on n'avait pas les mêmes référentiels. Mais par exemple, le trouble borderline était beaucoup moins fréquent. Je crois que typiquement Freud, donc, qui était le père de la psychanalyse et qu'à l'époque était un grand scientifique. Et aujourd'hui, heureusement, on a fait d'autres découvertes, mais qui quand même a marqué la profession. Parlait très peu, par exemple, de cette pathologie-là. En revanche, on parlait énormément des troubles hystériques à l'époque, avec ce qu'on appelle les conversions hystériques, qui pour le coup sont une pathologie qui est beaucoup moins fréquente aujourd'hui. Donc probablement que les troubles et la manière dont on les exprime est perméable aux représentations sociales,
c'est aussi ce qui est intéressant du coup dans la pop culture, c'est qu'à la fois c'est une manière de représenter, mais on sait aussi que c'est une manière de modifier clairement la manière dont les gens expriment leurs troubles, quoi. Quel est le personnage de pop culture qui, toi, t'a le plus aidé dans ta construction personnelle? Waouh, vaste question. Je réfléchis un peu. Bah, en tout cas, au niveau des stars, clairement, aider, je sais pas, mais marquer clairement Whitney Houston. Franchement, ouais, parce que j'étais un peu obsédée par Whitney Houston quand j'étais enfant, par Bodyguard. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Vraiment, j'étais un peu traumatisée par Bodyguard. Ce personnage de femme noire, hyper puissante, avec une énergie très particulière dans le film. Enfin bon, et en plus un couple mixte. Enfin, franchement, c'était vraiment une espèce de... Et puis la bande-son, enfin vraiment épiphanie, mais bon, j'étais assez jeune. Et puis ensuite, la manière... c'était pendant mes études de médecine où elle a commencé à aller mal, la manière dont elle était traitée dans les médias, où en fait les gens se moquaient d'elle vraiment parce que elle allait hyper mal, parce qu'elle était dans une addiction extrêmement sévère. Et à l'époque, je consommais pas mal la presse people, les blogs un peu style Perez Hilton, enfin vraiment le pire. Le psychiatre tel qu'on l'imagine. Ouais, vraiment, ouais, honnêtement, horrible. Donc vraiment, mea culpa. Mais bon, et parce que, et je sais pas, et ça me touchait, mais je trouvais ça hyper violent, la manière dont elle était traitée. Et puis, c'est vrai que sa disparition, ça a été... j'étais déjà interne en psychiatrie, mais ça m'a vraiment marqué, ouais. Ça m'a un peu... ouais. Enfin, je sais pas, c'était vraiment une icône auquel j'étais hyper attachée. Et aussi une réalité, du coup, de la psychiatrie, qui est que c'est des pathologies qui peuvent aussi être très graves. On peut en décéder, et malheureusement, bon, ça a été son cas, mais c'est vrai que souvent, ouais, je me dis, et ça donne justement envie de se dire, bon, c'est probablement quelqu'un qui n'a pas eu l'aide qu'elle aurait pu ou dû avoir à un moment. Est-ce qu'il y a une patiente que tu as accompagnée où tu n'étais pas du tout sûr qu'il ou elle s'en sortirait et que tu es juste hyper heureux, hyper fier de voir aujourd'hui? Oui, ouais, franchement, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que maintenant, ça va faire 10 ans que j'ai mon poste à l'hôpital Saint-Antoine, donc ça fait quasiment certains patients que je suis depuis 10 ans, pour ceux que j'ai su vraiment au tout début. Et c'est vrai que j'en ai plusieurs qui ont été dans des états de dépression ou de troubles extrêmement sévères, hospitalisés pendant vraiment des mois dans le service, avec parfois... l'électroconvulsivothérapie ou d'autres types de traitements, mais qui vraiment allaient très mal et qui aujourd'hui vont bien, travaillent. En soi, c'est pas une fin en soi, mais ils aiment leur travail, ils ont pu reprendre leur activité professionnelle et c'est une source de satisfaction. Et puis, ils deviennent un peu des sortes d'avocats de la cause auprès de leurs proches ou dans leur travail. Et c'est vrai que c'est assez génial parce que c'est des relations qui sont très particulières. Et pour ceux à qui je pense qui maintenant vont bien depuis plusieurs années, et donc c'est vrai que je les vois de manière plus espacée, mais c'est vrai que j'ai l'impression, eux sont attachés au suivi, mais moi aussi ça me fait vraiment du bien de les voir aller bien, et d'avoir partagé cette histoire-là avec eux, où je les connais dans un contexte évidemment professionnel, mais néanmoins une relation très forte, ouais. Donc, et bon, ça aurait été moi ou un autre, mais en tout cas, sans les soins, je pense que ça aurait été très, très compliqué pour eux, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt? Bonne question. Peut-être de me faire plus confiance, entre guillemets, parce que j'étais pas certain du tout de vouloir faire médecine, et puis du coup... Bon, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup, mais du coup, j'étais un peu dans une ambivalence en fait, je savais pas ce que je voulais faire après, donc bon, et finalement, j'ai vraiment réussi à trouver avec la psychiatrie et avec Pop et Psy des endroits dans lesquels je me sens vraiment bien et qui me plaisent et qui, j'ai l'impression, aident quand même des gens, en tout cas pour mon métier à l'hôpital, oui, certainement. Pop et Psy, c'est autre chose et j'ai l'impression que ça aide, mais c'est moins perceptible entre guillemets parce que bon, c'est pas aussi direct que l'exercice clinique,
Mais alors que j'hésitais beaucoup, enfin, j'étais pas certain de vouloir faire médecine. Après, j'étais à un moment à 2 doigts d'arrêter. Tellement les études, je les trouvais barbantes. Psychiatrie, j'étais pas certain parce que c'était mal vu comme choix et que on m'encourageait à faire un choix plus prestigieux. Alors que vraiment, je pense que je me serais beaucoup ennuyé dans d'autres spécialités. Donc, ouais, je dirais ça. Il y a une situation qui peut être un peu complexe à gérer. Je pense au cas où, par exemple, voilà, il y aurait 2 personnes en couple et on va dire que voilà, l'homme ne va pas bien et qu'en fait la femme veut rester parce que bah, déjà statistiquement on voit qu'elle reste, je crois que c'est 3 ou 4 fois plus, si ce n'est 9 fois plus, quand leur partenaire est malade. Mais en fait, qui parfois peuvent aussi se mentir à elles-mêmes en se disant qu'elle reste parce que la personne en a besoin et que en fait c'est presque sacrificiel, enfin en tout cas que c'est un don de soi, alors qu'au final la personne peut certes aller mal, mais en fait ça ne justifie pas du tout des comportements qui peuvent être appliqués. Comment savoir en fait quand la personne qu'on fréquente est malade ou est simplement toxique? Ouais. Très difficile, hein. Très difficile parce que très individu dépendante. Après, peut-être que disons qu'il y a l'idée de voir est-ce qu'il y a vraiment un trouble psychique qui justement justifie entre guillemets ou qui explique certains comportements. Quelqu'un qui a un trouble bipolaire qui est délirant, qui est hyper excité, peut être désinhibé, peut dire des choses qu'il ne pense pas réellement, peut parfois, et c'est évidemment heureusement rare, mais ça peut arriver, être violent physiquement ou irritable, en tout cas avoir des difficultés à se contrôler. Et là, pour le coup, c'est dégenré. Même s'il y a quand même une composante, mais ça peut être des hommes ou des femmes, quoi. Je veux dire, c'est pas pour justifier. Mais pour le coup, typiquement, ces phases-là, c'est des phases qui durent quelques jours à quelques semaines, qui sont vraiment des moments précis, dans lesquels il y a aussi d'autres symptômes, qui sont des périodes que la personne va vivre avec énormément de culpabilité, de honte derrière. Donc, c'est pas leur état normal, entre guillemets, quoi. Quelqu'un qui est tout le temps comme ça, pour le coup, on sort de ce cadre-là, quoi. Donc, c'est difficile de donner une réponse plus précise, mais peut-être en se raccrochant un peu à ce type de choses et qu'ensuite, il n'y a rien qui justifie... Enfin, ouais, c'est compliqué. Rien ne justifie la violence. Rien ne justifie la violence. Alors, évidemment, mais enfin, pour le coup, quelqu'un qui est très délirant peut être violent, mais... Enfin, d'une manière générale, et heureusement, le système judiciaire, même si c'est un peu en train d'être remis en cause pour des questions un peu populistes, mais heureusement, il est considéré comme non responsable de ses actes. C'est un des fondements de notre société qui est qu'en fait, quelqu'un qui est délirant ne peut pas être jugé pour ses actes parce que c'est ses symptômes. Mais c'est dans des cas qui sont très précis. Voilà, ça s'accompagne d'un réel diagnostic. Exactement. Un diagnostic qui vaut mieux... D'un trouble et qui, en général, non, ce sont des troubles qui sont sévères pour le coup. C'est pas un trouble, une dépression ne donne pas ça, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus une excuse qu'on sortirait pour excuser leur comportement. Pour excuser les comportements. Est-ce qu'on a le droit de teaser ton prochain livre ? Avec plaisir, ouais. Parce que du coup, hyper intéressant, quoi. Tu me disais en arrivant que tu allais écrire sur le chemsex, donc le fait de pratiquer le sexe sous drogue. Donc bon, je suis peut-être un peu bisounours, mais moi j'avoue, je connaissais pas du tout. Comment t'as commencé à t'intéresser au sujet et qu'est-ce que ça dit de la société, le fait que ça se développe? Enfin, tu sais, moi je me dis, mais on n'a pas besoin de nouvelles drogues. Enfin, il y en a déjà quand même pas mal. C'est assez fou de voir que, mine de rien, l'humain est toujours de plus en plus inventif et que ça prend du coup des formes différentes qui peuvent s'avérer dangereuses. Exactement. Le chemsex, donc ça va être l'usage de nouveaux produits de synthèse à visée sexuelle. Donc c'est vraiment des drogues qui vont être prises explicitement pour avoir du sexe et pour améliorer, prolonger l'expérience sexuelle. C'est assez récent. Ça a apparu à peu près au niveau des années 2000.
donc ce qui est assez nouveau pour le coup pour une pathologie en psychiatrie. Ça peut avoir des conséquences assez lourdes, notamment en termes d'addiction, en termes d'overdose, de surdose, en termes cardiologiques. Donc c'est une pratique quand même assez à haut risque, au-delà du risque potentiellement lié à la sexualité, au rapport à risque, etc. Et moi, c'est une consultation spécialisée que j'ai ouverte il y a maintenant 6 ou 7 ans à l'hôpital Saint-Antoine et qui correspond à une pratique clinique, mais aussi à quelque chose de très sociétal. Parce qu'effectivement, en fait, la promesse quelque part du chemsex, c'est avoir une drogue nouvelle, moins chère, très accessible. Donc c'est très contemporain et c'est ça qui va les différencier des autres drogues. Spécifiquement pour une activité pour améliorer. Donc c'est vraiment cette idée un peu d'humain amélioré. Du culte de la performance. Du culte de la performance. Un peu le culte du toujours plus. Plus de sexualité, plus de partenaires, plus longtemps, plus de pratiques. Et d'essayer de rechercher des sensations de manière artificielle, mais aussi un peu de refuge. En fait, les personnes qui viennent me voir, c'est aussi beaucoup parce que la réalité leur semble trop difficile à vivre sans, et que du coup, le chemsex va être un espace dans lequel ils vont plus penser aux jugements moraux qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes, aux problèmes qu'ils ont dans leur vie, au poids de parfois la solitude. Donc c'est nouveau et c'est vraiment très contemporain, notamment parce que cette pratique-là est très associée aux réseaux sociaux, aux réseaux de rencontres pour le coup, puisque la très grande majorité des personnes qui pratiquent le chemsex trouvent des partenaires via les applications en ligne, mais aussi parfois des drogues via les applications en ligne. Donc ça n'existerait pas s'il n'y avait pas ces nouvelles applications. Ce qui explique aussi que ça arrivait dans les années 2000. Et quelle est l'augmentation que tu observes, toi, depuis 6-7 ans ? On a l'impression que ça augmente vraiment crescendo. Okay. La plupart des consultations spécialisées sont saturées et il y a de plus en plus de signaux d'alerte qui augmentent, que ce soit en France ou à l'étranger. Là, pas plus tard que ce matin, dans Le Monde, il y avait un article sur justement les overdoses aux nouveaux produits de synthèse en disant que ça a explosé au cours des dernières années, d'admission aux urgences, en réanimation, et de profils qui avant étaient éloignés. Initialement, c'était essentiellement des hommes homosexuels, mais là, on commence à recevoir à l'hôpital des hommes hétérosexuels, des femmes, etc. Ouais. Donc, ça a vraiment tendance à s'étendre. Je me rends pas compte statistiquement, si toi, tu as des chiffres. Si on prend la population française, tu dirais que quel pourcentage se drogue ? Bonne question. Bonne question. Je sais pas si on a des chiffres sur la population française parce que c'est illégal, donc en plus, il n'y a pas de sondage, quoi. Oui et non, parce que pour le coup, il y a 2 drogues qui sont autorisées. Donc la drogue la plus fréquente, c'est le tabac. En 2, c'est l'alcool. Et en 3, c'est le cannabis. C'est pas autorisé, le cannabis ? Non, c'est ça. Ouais. Non, les 2 premières, pardon. Putain, c'est fou. Ouais. C'est vrai que du coup, le fait... Enfin, tu vois, moi, je considère encore pas le tabac et l'alcool comme des drogues, alors qu'en fait, t'as raison, mais tu sais, j'étais là, genre, je me comptais pas dedans, et en fait, si tu comptes ces deux-là... c'est les premières substances consommées. Ça, pour le coup, j'en parle dans Addict, avec les chiffres, notamment, on sait que ça coûte plutôt très cher à la société, le coût du tabac et de l'alcool, parce que c'est les substances les plus consommées, mais que malgré les taxes et l'argent que ça rapporte à l'État, ça coûte globalement très cher. Quelle question on ne te pose pas assez ? Peut-être la question de, entre guillemets, comment va la psychiatrie, parce qu'encore une fois, on a tendance, je trouve, un peu à dissocier le sujet santé mentale de l'aspect un peu systémique, et comme tu le disais très bien, où on a l'impression qu'on s'écarte entre d'un côté le truc ultra capitaliste de faites comme moi en 3 leçons sur les réseaux sociaux et ça va aller beaucoup mieux, en fait les soignants qui évoluent dans un système qui est quand même très contraint, très peu financé, et alors que les besoins explosent et augmentent, quoi. Et bon, assez vaste, mais... C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ?
J'ai participé à une conférence au Louvre sur la santé mentale le mois dernier. Et c'est vrai que c'est une grande institution culturelle qui est quand même évidemment inégalable, et j'ai trouvé ça bien qu'ils se mobilisent sur le sujet de la santé mentale, notamment autour de cette année grande cause où il y a quand même beaucoup d'événements et de lieux qui n'avaient pas tellement de l'habitude d'en parler. C'est vrai également pour le Petit Palais à Paris, et puis d'autres institutions avec lesquelles je travaille depuis un peu plus longtemps, mais comme le Palais de Tokyo. Et c'est vrai que a eu autre chose quand même. J'ai rencontré Sophie Calle, qui est une artiste contemporaine, autour d'un dîner au Palais de Tokyo, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette artiste, donc je suis allée lui dire que je l'aimais beaucoup. J'ai fait mon petit fan. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Si tu pouvais mettre entre les mains de toutes les personnes qui nous écoutent un seul livre, lequel est-ce que tu choisirais ? Alors là, tout de suite, m'est venu le livre de Nicolas Demorand, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est clairement un des derniers livres que j'ai lu, mais que j'ai trouvé vraiment très juste et très précis, quasiment chirurgical sur en fait son parcours autour du trouble bipolaire, l'errance, la place que ça a dans sa vie, et de manière très juste, j'ai trouvé. Après, un livre que j'ai beaucoup offert, mais qui est aussi un livre récent, le livre de Éric Chacour, Ce que je sais de toi, qui est vraiment un livre magnifique, qui est un premier livre. C'est étonnant parce que c'est étonnant, c'est vraiment très très bien écrit, et c'est un peu un page turner qui rassemble plein de thématiques qui sont hyper riches. Ouais, je dirais c'est déjà très bien. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Julianne Moore. Qui j'aimerais entendre, Britney Spears. C'est vrai. J'aimerais bien aussi. Et quelqu'un de français, genre qu'on pourrait avoir et que tu aimerais entendre. Est-ce que tu as eu Louane ? Oui, j'ai eu Louane. Qui d'autre j'aimerais entendre dans un peu les figures. Muriel Robin. Ok. Qui est très engagée. C'est vrai. Et puis ce que j'aime bien, et c'est ce qu'on fait au festival, de mêler différentes générations. Parce que oui, on est habitué, et heureusement, la plupart des personnes qui prennent la parole sont plutôt jeunes sur le sujet. Mais je trouve que les personnes qui viennent justement d'une autre génération, je suis pas trop pour, pas cancel culture, mais tu vois, quand t'as grandi dans les années, elle, je pense 80 ou 70, elle a vécu quand même des trucs, c'était une autre époque, et je trouve que ce côté témoignage est quand même vraiment très riche, quoi. Ouais, c'est précieux, c'est vrai. Ça permet de mettre en confrontation des points de vue. Et ma dernière question pour toi, Jean-Victor, c'est si demain, tu devais partir pour un long voyage sans retour, on ne pouvait plus retrouver tes ouvrages, on ne pouvait plus retrouver tout ce que tu as fait pour tes patients. Et juste avant de partir, je te laissais une feuille de papier avec un crayon où tu peux écrire les 3 enseignements qui te sont les plus chers et que tu as envie de laisser derrière toi pour aider ceux que tu laisses derrière. Qu'est-ce que tu écrirais ? Probablement quelque chose autour de prenez soin de vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, alors qui n'est pas une injonction, mais vraiment un conseil. Je trouve que on est trop dur avec nous-mêmes, et surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi. Je veux dire, de s'intéresser et de se préoccuper de son propre état, sa santé mentale, parce qu'on est soumis à tellement de pression dans tous les sens, que je trouve que c'est une urgence, quoi. La deuxième chose, c'est un conseil et quelque chose que mon père m'a dit, et qui m'a pas mal aidé dans les moments difficiles, cette idée qu'avec le temps, tout s'améliore. Enfin, quand on vit des choses, notamment
pas simple, de rupture, choses qui arrivent aux proches, de maladies, etc. C'est vrai qu'on est dans une telle souffrance qu'on se dit qu'on s'en remettra jamais, qu'on sera toujours comme ça. Et c'est vrai que sur le coup, ça semble un temps infini. Mais c'est vrai que globalement, je trouve en tout cas que ces expériences-là finissent, évidemment on les oublie pas, mais on finit par quand même reprendre son chemin, sa route, et il y a rien finalement de permanent. La troisième chose, une sorte de conseil, mais bon, que j'essaye de m'appliquer à moi-même aussi, qui est aussi un truc de mon père, donc décidément là on est... On les embrasse. Ouais, exactement. D'essayer de garder une légèreté, de pas trop se prendre au sérieux, parce que justement, en contrepoint aussi de tout ce qu'on a dit et de toutes les choses compliquées, il faut, je pense, essayer de garder une certaine légèreté, en tout cas de trouver, et chacun trouve où il veut, mais une légèreté, l'humour. Enfin, moi, c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans la pop culture, c'est qu'à un moment, oui, ça permet de faire passer des messages, mais à un moment, c'est aussi rigolo d'entendre Paris Hilton qui fait une chanson sur son TDAH, habillé en licorne. Enfin bon, il y a quand même un côté marrant et léger et ludique dont clairement on a besoin, et qui pour moi n'est pas du tout antinomique avec un sérieux ou scientifique ou se prendre au sérieux. C'est vrai qu'il y a vraiment faire les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux, quoi, parce que sinon c'est déjà tellement lourd que si on rigole pas un petit peu, c'est quand même dommage, quoi. Trop cool. Ben, merci beaucoup, Docteur Jean-Victor Blanc, d'être venu sur InPower. Pour les personnes qui souhaitent désormais te suivre, en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, c'est Culture Pop et Psy, la page où vraiment on met toutes les informations avec des vidéos sur la santé mentale et la pop culture, et aussi toutes les informations sur le festival Pop et Psy qui aura lieu du 10 au 12 octobre au Grand Contrôle à Paris, qui est complètement gratuit. Où on réunit 10 000 personnes autour de stars comme on a pu avoir Judith Godrèche, Camille Lelouch, mais aussi Cynthia Fleury, Jérémy Ferrari ou Nadia en live, qui était un grand moment. Ouais. Et c'est parti. C'était vraiment un grand moment. J'adore le petit name drop comme ça. Et c'est parti. Et c'est parti. Okay. Donc voilà, on va mettre toutes les informations. On a aussi un site et sur YouTube où on met justement toutes les conférences des années précédentes. Trop bien. Bah, je mettrai tout ça dans les notes. Trop bien. Merci beaucoup à toi. Merci.